contributions ont été extrêmement intéressantes. Et je commence par la première qui est un peu plus familière, disons. Et là, je veux dire pour tous les deux, une manière très intéressante de questionner des transmissions du savoir religieux, notamment par des moyens qui sont très différents et qui impliquent des méthodes, si vous voulez, on peut appeler comme ça, des techniques ou des méthodes intellectuelles extrêmement diversifiées à cause des époques, mais aussi de l'objet d'étude. Alors, pour Magdalena, c'était justement la question de la lectio et de la disputatio, c'est-à-dire deux exercices à l'usage, en usage dans les écoles bien avant la formation de l'université et qui constitueront, disons, les méthodes intellectuelles propres à la formation du savoir dans les universités. Donc voilà le point d'intérêt de travailler sur des textes inédits comme les commentaires d'Étienne Langton et ses questions théologiques, les commentaires, je veux dire commentaires bibliques, car les deux sont témoins des activités pédagogiques à un moment donné, de l'histoire occidentale dans ces cas-là. Et c'était très intéressant aussi la suggestion de dire que l'origine du commentaire aux épîtres pauliniennes se relie plutôt à celle qu'est l'exercice du commentaire aux sentences, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à à situer le texte des sentences de Pierre Lombard comme texte de référence pour l'ensemble du savoir religieux en Occident. Un texte qui sera à la base de la formation des clercs pour tous les siècles qui suivent jusqu'à Luther. Luther commente les sentences exactement comme d'autres maîtres du XIIIe siècle. Et je n'ai pas particulièrement, des questions parce que l'exposé était très détaillé sur des points, disons, même techniques. Je voulais juste remarquer l'intérêt de présenter ces projets dans un milieu, celui de l'Abex aztèque, qui permet de réfléchir sur les pratiques didactiques comme un moyen de transmission d'un savoir, notamment religieux, mais pourrait être, comme il s'agit d'un commentaire, pourrait être une autre typologie de texte. Le commentaire d'Étienne Langton a aussi l'intérêt d'être un double commentaire, un commentaire au carré, parce qu'on commente un commentaire de Pierre Lombard sur les épîtres de Paul. Ça, on l'a pas dit trop, mais c'est aussi un élément extrêmement intéressant. Et voilà, donc c'est juste pour ouvrir un peu le débat. Et merci à Béatrice pour ce bel exposé et surtout, ça donne plein d'idées parce que la représentation diagrammatique, à travers des diagrammes au Moyen-Âge et les représentations par image, par exemple, de notre Père, c'est un sujet extrêmement important. Et il y a un texte, il y a 15 ans, qui a été publié en Allemagne, Bearbeitungen von Unser Vater, qui est un texte qui pose l'accent sur l'utilisation des images pour la méditation et l'apprentissage donc d'un parcours spirituel qui se fonde finalement sur ces textes. Donc ce serait intéressant au niveau comparatif au niveau de comparaison de voir comment ça se développe à l'époque moderne. Et ça, c'était spécifique après la naissance après l'invention de l'imprimerie. Et je trouve également extrêmement intéressant ce parcours qui est fait. Deux sont les questions que je voudrais poser. D'abord, si on peut comparer, grâce à cet instrument que tu as mis en place, et les différentes manières de traduire les éléments de chaque prière. Bon, on a pris l'exemple de notre Père, pouvait être un autre. Ce qui nous ramène à l'idée, est-ce que cette prière
représente une formule de la foi qui est établie une fois par toutes, ou bien est-ce qu'elle représente un modèle sur la base duquel, un modèle linguistique, disons, d'après lequel il faudrait formuler un rapport avec une altérité qui n'est pas humaine ou qui est humaine, enfin qui est divine, disons, qui représente une altérité par rapport à la communauté dans laquelle elle est pensée. Et donc ça c'est une première question. La deuxième question c'est sur les... ça m'intéresse beaucoup cet parcours qui est spirituel mais aussi physique, qui est fait à l'intérieur des églises dans la culture quechua, parce que ça rappelle beaucoup les labyrinthes et qui étaient présents dans les églises au Moyen-Âge, et ça rappelle beaucoup ce qui est présent dans d'autres cultures, enfin d'autres religions, et comme un parcours qui doit être fait de formation, d'initiation. Et enfin, à titre comparatif, ça m'est venu à l'esprit les cycles d'images qu'on avait dans les mosaïques, dans les basiliques des premiers siècles, ou bien même les cycles peints qui sont propres d'un langage de transmission qui n'est pas forcément verbal, mais qui peut impliquer un rapport avec un texte ou une autre forme de transmission. Voilà. Et enfin, je dis brièvement parce qu'il faut aussi que les autres parlent. Donc, je voudrais débuter mon commentaire sur le fait, disons, de revenir un petit peu à la question qui est celle qui nous paraissait un peu rhétorique, et l'importance ou pas de éditer un texte, et dans le sens où je pense qu'une première chose importante dans ces deux communications, dans ces deux présentations, c'est le fait qu'on n'est pas dans un sens traditionnel d'éditer des textes. C'est-à-dire que c'est pas un objet texte qu'on est en train de reconstruire ou d'éditer, mais dans les deux cas, les témoignages écrits, le support papier n'est qu'une sorte d'outil intermédiaire pour pouvoir se référer ou pouvoir accéder à une autre chose qui est au-delà de l'écrit. Dans un cas, ces disputatio, ces leçons orales notées, on n'est pas loin de l'édition de Saussure et des cours de Saussure, des notes d'étudiants, de quelque chose qui se passe dans le salon avec plusieurs témoins et pas véritablement dans le sens classique, même si tous les techniques lahmaniennes sont utilisées, on est en train de poser une question qui est ailleurs et qui, je pense, dans les deux cas, nous montre l'attention à la complexité de phénomènes qui, traditionnellement, pour dire vite, n'étaient pas nécessairement tenus en compte. Donc, est-ce qu'on est en train vraiment d'éditer des textes ? C'est peut-être une question à se poser ici, ou si ce sont des processus beaucoup plus complexes qui sont en train d'être mis en évidence. Et j'insiste parce que je trouve que dans les deux cas, on n'est pas en train d'étudier des textes. On est en train de rendre compte de phénomènes complexes qui sont au-delà, au dehors des frontières des textes qu'on édite, tout en mettant en valeur de façon très très claire qu'on est face à des objets matériels. La matérialité des objets est très importante dans les deux cas, et pas simplement donc des textes transmis par des objets, mais les objets eux-mêmes. Évidemment, du coup, donc, qu'est-ce que c'est si c'est pas une édition de texte ? Et là, je vais faire peut-être un autre jeu de mots facile. Je pense qu'on a des véritables moteurs ou outils de recherche
pas dans le sens banal qui sont devenus aujourd'hui, où on met un petit mot-clé, on arrive à des récurrences, mais c'est vraiment, dans les deux cas, des sortes de machines à penser, à trouver de nouvelles connaissances que l'on a, et pas simplement des listes virtuelles, et après on verra ce qu'on fait. Et, évidemment, je connais mieux, parce que j'ai suivi un petit peu, disons, j'ai eu l'occasion, le plaisir à plusieurs reprises de voir évoluer Catépix et Catétex. Donc, même en connaissant ça depuis longtemps et étant familier des catéchismes américains, je reste toujours fasciné. Donc ça, je pense que tout le monde a été séduit. Évidemment, disons, dans la présentation de Bérénice, c'était très très clair, disons, tous les doutes, toutes les questions, tous les préjugés par rapport à ces objets et comment la construction de ces outils a permis de résoudre en tout cas une partie de ces objets, de montrer, disons, il y a des questions que peut-être reste à répondre, mais pour lesquels on n'a pas de réponse. Mais je pense que là, du coup, c'est un petit peu à l'inverse. C'est-à-dire que dans le cas de la transmission médiévale, on était en train de se demander ce qui avait été transmis et comment. Et je pense qu'une des contributions les plus importantes de Bérénice, c'est de montrer qu'en réalité, toutes ces images sont liées à un processus verbal et à une textualité très concrète. Donc, c'est pas du tout des images comme un outil de connaissance qui est en train d'exclure ou de remplacer le texte, mais ce sont des images absolument lié à l'écriture, à l'imprimé, à la circulation d'une culture lettrée dans le monde indigène. Et ça, je pense que c'est, disons, parmi les petites révolutions établies par Bérénice, peut-être la plus importante. C'est que ces textes-là ne sont pas donc n'éloigne pas la réalité du contact des mondes amérindiens à l'écriture, à la parole écrite, à l'écriture alphabétique, puisque peut-être ça n'a pas été très détaillé particulièrement aujourd'hui, mais il y a même des traits phonétiques qui sont clairement identifiables parmi ces documents. J'ai pas proprement parlé de questions précises dans les deux cas, mais c'était un petit peu pour lancer cette réflexion et voir vos réactions. Merci. Alors, je commence par répondre à la suggestion de professeur Astensor. Est-ce que vraiment, dans le cas des questions théologiques de Langton, on édite un texte? C'était ça la question, si je comprends bien. Ça dépend du point de vue. Parce que du point de vue de l'éditeur, de celui qui prend le manuscrit en main, les collationne et ensuite cherche d'établir quelque chose d'écrit, c'est en fait éditer un texte. Parce qu'une reportation, même si on a à faire avec une tradition qui part d'une reportation, c'était un texte écrit. La reportation, c'est un texte imparfait, mais c'est un texte déterminé. Mais si on offre une pluralité de reportations ou une pluralité de textes qui dérivent d'une seule disputation orale, ce qu'on offre du point de vue de l'interprétateur, ce n'est plus qu'un texte. C'est beaucoup plus d'un texte parce que l'interprétateur devra tenir bien compte de tout le texte et pour reconstruire quelque chose qui n'est pas aucun de ces textes, quelque chose qui est perdu, mais où il doit arriver. Et donc, c'est vraiment aller au-delà de la lettre de la reportation. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce que je peux répondre aussi aux suggestions de Dr. Siri? Alors,
Certainement, le commentaire biblique de Langton est intéressant du point de vue du genre. Parce que c'est un surcommentaire, c'est un commentaire au commentaire de Pierre Lombard. Et de cette façon, il contribue à je dirais que toute l'œuvre de Langton contribue à affirmer l'autorité lombardienne. Ce qui pour nous est peut-être quelque chose d'évident et on parfois ne questionne plus pourquoi c'était lombard. Mais à l'époque, c'était pas évident du tout. Et le fait que Langton commente les sentences de Lombard, après, dans ces questions, il retourne au texte de Lombard, non seulement aux sentences, mais aussi aux collectanea, et aussi aux commentaires aux psaumes. Après, quand il commente les épîtres pauliniennes, il le fait à travers le commentaire de Pierre Lombard, ce qui sera fait après aussi. Ce n'est pas le seul Langton qui le fait, ça sera une habitude qui sera continuée après. On a ici vraiment une forte affirmation de l'autorité de Lombard, peut-être pour la première fois. Bien sûr, on ne sait pas autant, on ne sait pas assez pour le dire certainement, mais certainement Langton a joué un rôle important dans ce sens. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une naissance du genre, du manuel. On est au début de l'université de Paris et Langton n'a pas seulement commenté les œuvres de Lombard, il a aussi commenté l'Historia Scholastica de Pierre Lemangeur, qu'il a traité comme un manuel. Donc on voit vraiment qu'il est à la recherche des outils de l'enseignement. C'est ce qu'il fait. Il cherche les outils de l'enseignement, il essaye de les introduire dans son enseignement d'une façon ou de l'autre. Voilà. Merci. Merci. Bérénice, oui. Oui. Oui, je ne sais pas, je vais sauter sur cette histoire de manuel. Je ne sais pas, ça m'inspire par rapport à cette question sur la matérialité, puisque en effet, voilà, j'ai deux objets, on va dire, qui sont matériels aussi, donc certes. Qui font réfléchir sur les activités pédagogiques et sur les solutions qui ont été apportées. Et c'est vrai que l'aspect matériel est assez important. Dans le terme manuel, on a cet aspect de la main qui tient le livre, qui en tourne les pages. Mais aussi, c'est vrai qu'en analysant les images, j'aurai peut-être d'autres occasions de vous en montrer, mais il y a aussi beaucoup d'images dans ces carnets qui font référence aussi aux conditions d'enseignement, de transmission. Et aussi, on va voir la main du missionnaire, en fait, qui apparaît au milieu de Marie, Jésus, Joseph. Et donc, beaucoup de mains, la main du missionnaire, la main de celui qui tourne la page et la main de celui qui est en train de lire finalement, ces trois personnages qui interagissent. Donc, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, cette matérialité qu'on va retrouver aussi en deux dimensions, mais après encore davantage dans les catéchismes en 3 dimensions, où là, oui, pour répondre à toutes les questions un peu en même temps, on va avoir un déplacement aussi, donc non seulement un usage de la main, une incorporation des prières aussi, il y a des images où on voit vraiment cette foi qui est dessinée à l'intérieur même du ventre du croyant, mais aussi un appel à ce que celui-ci intervienne dans son apprentissage, se déplace. Alors je ne sais pas si on peut comparer ça à de la méditation à proprement parler, puisqu'il y a un déplacement, une avancée en tout cas, et une matérialisation là aussi du parcours, de la progression de son apprentissage, un marquage au sol dans l'espace de la progression, puisque comme vous avez vu sur le sol, je vous montrais, on commence par le signe de croix, ensuite le Notre Père, etc. Donc on avance vers des textes de plus en plus compliqués, et ça va être marqué au sol, puisqu'on passe de l'un à l'autre seulement une fois qu'on a su le premier. Donc il y a vraiment une avancée, et on peut rester des heures devant la prière que l'on va avoir vraiment du mal à mémoriser, et ça va être matérialisé, et entre élèves aussi, ça va se savoir. Donc
il y a le côté labyrinthique, là, non, il y a vraiment un ordre et des étapes à passer, que ce soit pendant la même période de carême ou bien d'année en année aussi, où on va éventuellement voir la progression, sachant que cet enseignement se destine aux enfants, mais aussi aux vieux. Si j'essaie de répondre à tout, ça va peut-être prendre trop de temps, surtout je suis bavarde, mais c'est vrai que ces échanges sont intéressants en termes de pédagogie et d'ailleurs on en parlait à table aujourd'hui puisque ça nous fait aussi réfléchir à nos propres méthodes donc d'édition, de travail sur les textes mais aussi à la communication de nos travaux et je voulais dire que finalement ne serait-ce que faire un PowerPoint ou filmer nos PowerPoint ensuite monter nos propres interventions ce sont aussi d'autres étapes de ce travail d'édition que nous faisons et qui se poursuit encore sur Internet et met à disposition aussi nos recherches. Donc c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir aussi sur nos propres moyens de transmettre, alors non pas peut-être les choses de la foi, mais nos recherches. Et éventuellement en faire quelque chose peut-être de plus matériel aussi.